Alors bonjour, aujourd'hui on va vous parler des sources d'électrons dans le cadre de notre deuxième vidéo qui va se focaliser donc sur la partie expérimentale. Une partie expérimentale qui consiste en fait à une interaction avec les électrons et les molécules que nous étudions. Les molécules étant essentiellement des molécules très représentatives de la matière vivante. Dans le cadre du corps humain, ce sera l'eau, donc des molécules d'eau, soit en phase gazeuse, soit en phase condensée, ou par exemple les molécules représentatives de l'ADN, par exemple les bases pyrimidiques ou purines. Et dans ce cadre-là, donc on fait des interactions entre les électrons, une source d'électrons et ces molécules pour effectivement caractériser ces biomolécules. La molécule d'eau, bien sûr, est très représentative de la matière vivante dans une première approche parce que 70 à 80% donc du corps humain, par exemple, est composé d'eau et constitue donc une bonne approche, bien que simpliste, mais très représentative et très proche de la réalité. Alors, la question qui se pose avant d'aller plus loin en termes d'introduction, pourquoi donc des sources d'électrons dans la caractérisation de la matière? Alors, pour faire une analogie simple, lorsque par exemple vous faites une interaction lorsque vous voulez étudier par exemple la nature de la matière, prenons le cas par exemple des humains, lorsque vous voulez connaître par exemple la personnalité d'un individu, vous le mettez dans certaines conditions et sa réaction à ces conditions détermine donc sa personnalité. Et donc ce que vous avez fait, en fait, c'est perturber cette personne. Et sa relaxation suite à cette perturbation ou cette interaction permet de déterminer donc, ou de caractériser cet individu. Et bien de la même manière, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une source d'électrons qu'on impacte sur de la matière en perturbant cette matière et en étudiant par la suite l'état final du système, c'est-à-dire la relaxation induite, c'est-à-dire les phénomènes qui ont été induits suite à cette interaction. Lorsqu'on étudie ces phénomènes, on a une idée sur l'identité de cette matière. Alors, il y a effectivement donc cette source d'électrons intéressante et importante. Intéressante parce qu'elle est utilisée dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine de l'industrie ou dans le domaine du médical, mais importante parce que c'est la source première, c'est-à-dire la matière, comme la source, sont tous composés essentiellement d'électrons. Si effectivement la longueur d'onde ne permet pas effectivement de voir entre guillemets le noyau. Donc c'est une source importante. Alors, juste pour donner en termes d'exemple quelques domaines d'application, par exemple dans le cadre des imprimantes 3D métalliques, les sources d'électrons sont utilisées pour effectivement pour cette application dans le cadre du soudage, la lithographie, qui permet en fait de reproduire une sorte de télécopieur, ou le dépôt par exemple de couches électroniques sur des métaux qu'on peut faire en phase vapeur se fait par le biais de sources électroniques ou de canons à électrons pour être plus simple. La stérilisation de matériaux, les dispositifs tels que les micro-ondes qu'on utilise à la maison pour chauffer sont à la base constitués de sources d'électrons. Microscopie électronique dans le cadre par exemple de l'étude des échantillons biologiques. On utilise la microscopie électronique qui est l'élément principal qui le compose et effectivement l'électron comme son nom l'indique, et donc nous permet de faire d'identifier ou d'imager l'échelle quasiment atomique, donc les sources, les constituants de la matière. La radiothérapie, où on utilise par exemple, où on utilise aussi donc les sources électroniques. Dans la radiothérapie, ce qui se passe, qui est effectivement mon domaine d'intérêt sur lequel je travaille, tout mon projet de recherche est lié donc à cet aspect. Dans le cadre de la radiothérapie, il y a une source d'électrons qui est une source d'électrons. Il y a une source d'électrons. Cette source d'électrons est focalisée par divers équipements, mais d'une manière assez simpliste. Ensuite, ces électrons ont une énergie qu'on leur a attribuée, une énergie cinétique pour être propre, qui est la vitesse, qui détermine la vitesse de l'électron. Et cette énergie cinétique des électrons permet donc d'irradier des tumeurs, surtout les tumeurs qui sont superficielles, telles que celles situées sur la peau. Dans le cadre, par exemple, où on veut irradier des tumeurs qui sont très localisées en profondeur,
les électrons comme s'atténuant assez rapidement dans l'eau, qui représente pas mal le corps humain. Dans ce cas-là, on substitue ces électrons avec des photons, et cette source d'électrons, en fait, par un processus qu'on appelle rayonnement de freinage, permet de créer des photons, et ce sont ces photons qu'on utilise par la suite. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, les électrons sont à la base. Alors, il y a 4 méthodes pour produire des faisceaux d'électrons. 3 sont majoritairement utilisés, l'autre étant le champ d'émission dont on ne parlera pas. Voilà, le livre à source étant qui est à sa 4e édition, Building Scientific Apparatus, écrit par Moore, et qui est effectivement une référence à la matière de tout ce qui est physique expérimentale. Alors, les 3 méthodes sont les suivantes: l'effet thermoionique, l'effet photoélectrique et l'effet par ionisation, par impact électronique. Brièvement, l'effet thermoionique, c'est lorsque on chauffe, et ce chauffage induit, bien sûr, qui dit électron, qui dit effectivement canaux d'électrons, dit un besoin d'électrons, et qui dit électron dit éjection d'électrons des couches atomiques. Donc il y a forcément ionisation. Donc dans ces 3 cas, il y a ionisation. Celui-ci, thermoionique, c'est ionisation par élévation de la température, donc chauffage, pour être plus simple. L'ionisation par effet, par l'impact de photons, ces photons pouvant être par exemple de l'ultraviolet, par exemple, où ce phénomène photoélectrique découvert par Einstein explique en fait une découverte expérimentale qui a été réalisée par Hertz quelques décennies auparavant, dans laquelle l'impact de photons, de lumière, cet impact sur les métaux entraîne une éjection d'électrons. Et le deuxième, à la différence du troisième, cette ionisation ne se fait pas par la lumière, mais par des électrons. Par des électrons. Alors, l'effet thermoionique, ici représenté schématiquement, en fait, c'est juste un filament qui est composé généralement de tungstène, qui est en atome avec un numéro atomique très élevé, donc beaucoup d'électrons dans sa couche externe, qui donc augmente la probabilité d'éjection, vu que les électrons qui sont situés sur les couches externes seront des électrons faiblement liés, donc avec une énergie de liaison faible, et donc favorise donc l'éjection d'électrons, ou du tantalum. Et donc en chauffant à quelques centaines de degrés Celsius, vous pouvez tout simplement induire donc cette ionisation, et par la suite, par exemple ici ce qui est utilisé, c'est un filtre de Benner qui permet en fait d'éliminer cette divergence qui est causée par la charge de l'électron. Comme les électrons sont chargés négativement, lorsqu'elles sont tous éjectées, elles se repoussent entre elles, parce que moins se repoussent, et cette répulsion entraîne la divergence. Et pour éliminer cette divergence et réduire donc cette divergence afin d'avoir un faisceau orienté, ce qu'on utilise donc c'est des collimateurs, qui permettent donc d'orienter le faisceau. Donc, dans ce cas-là, c'est un filtre où on élimine aussi tous les électrons divergents, mais aussi les électrons secondaires. Alors, ce qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est le même procédé qui est utilisé dans toutes les sources électroniques, c'est qu'on applique, suite à la génération par effet thermoionique des électrons, il faut connaître l'énergie de ces électrons. Parce que si on veut caractériser donc un atome, par exemple dans une chambre collisionnelle, si on veut étudier l'eau ou d'autres molécules, il faut à préalable connaître notre source. Donc une des propriétés de cette source, c'est son énergie.